collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Guillaume Darras, directeur général d'Auchan Retail et président d'Auchan France, et M. Guillaume Gardillou, directeur des affaires publiques. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite successivement à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». L'autre. Je le jure. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi, au sens large lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leurs activités. Nous avons jugé utile de vous entendre, car votre entreprise, présente partout en France et dans le monde, a été, avec Michelin, que nous avons entendu hier, au cœur d'un débat politique le 5 novembre dernier. Interrogé à l'Assemblée nationale sur le projet de fermeture d'une dizaine de magasins Auchan, M. Michel Barnier, alors Premier ministre, avait déclaré « J'ai le souci de savoir ce qu'on a fait de ces groupes, de l'argent public qu'on leur a donné. Je veux le savoir et donc nous allons poser des questions et nous verrons si cet argent était bien ou mal utilisé pour en tirer des leçons. » Notre commission d'enquête doit permettre de répondre à ces interrogations légitimes, étant rappelé que vous avez apporté quelques éléments de réponse lors de votre audition le 22 janvier dernier par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Quel regard portez-vous sur les aides publiques aux entreprises? Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Quel est le montant global des aides publiques reçues par votre groupe en 2023 en France? En particulier, quel est le montant des subventions? Quel est le panorama de vos sous-traitants et des aides qu'ils perçoivent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont, selon vous, les aides dont l'efficacité est avérée et celles dont l'efficacité est douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Et enfin, seriez-vous favorable à l'introduction de conditions ou de critères qui permettent d'évaluer l'efficacité des aides? Quelles devraient être alors les limites à la conditionnalité de ces aides? Je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire de 20 minutes environ, puis Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Je vous souhaite, monsieur le directeur, maintenant la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie de nous donner la possibilité de nous exprimer aujourd'hui dans le cadre de vos travaux sur l'utilisation des aides publiques versées aux grandes entreprises, et particulièrement lorsque l'emploi est en jeu, ce qui est notre cas, comme vous l'avez souligné, et ce que je développerai dans quelques minutes. Je pense qu'il est important que je démarre en présentant brièvement Auchan. Le premier magasin Auchan a été créé par Gérard Mullier en 1961 à Roubaix, dans le quartier des Auchan, ce qui a donné le nom à l'entreprise. C'est une entreprise familiale non cotée en bourse, qui est aujourd'hui présente dans à peu près 12 pays. L'enseigne compte plus de 2896 points de vente et emploie 142 000 collaborateurs dans le monde. Plus spécifiquement en France, qui est l'objet principal, Auchan compte 680 points de vente sous enseigne
qui se constitue de 165 hypermarchés, 342 supermarchés, 28 magasins d'ultra proximité et compte 54 328 employés. Depuis sa création, Auchan s'est construit autour d'un modèle qui a profondément structuré la consommation des Français. Des hypermarchés avec le principe de tout sous le même toit, une promesse de prix attractifs pour accompagner la démocratisation de la consommation, et puis une offre très large, centrée sur l'alimentaire, mais qui passe par le textile, l'électroménager et la culture. Je souhaite aussi signaler que Auchan est une enseigne qui est fière du modèle social qu'elle a posé, puisqu'elle a été pionnière de l'actionnariat salarié, et cela depuis 1977, après avoir introduit la participation et l'intéressement. Aujourd'hui, ce dispositif existe dans 5 de nos pays, la France, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg et la Pologne. Et près de 90% des collaborateurs de ces pays sont actionnaires de leur entreprise. Tout ça pour vous dire qu'en dépit de ce que nous avons annoncé, nous croyons beaucoup à la notion de capital humain, tout particulièrement en France. Quelques chiffres. Nous avons recruté l'an dernier 14 421 collaborateurs en CDI. Tout particulièrement, le secteur de la grande distribution est un des grands employeurs des jeunes de moins de 25 ans, pas ou peu diplômés. Tout particulièrement pour Auchan, en 2024, nous avons embauché plus de 10 000 jeunes en CDI, à qui nous proposons systématiquement des parcours qualifiants, notamment en métier de bouche. Nous accueillons plus de 5 000 alternants, dont 3 000 ont un niveau d'études inférieur ou égal au bac et 3 200 stagiaires. Nous croyons à l'escalier social. La preuve en est que plus de 40% de nos managers sont issus de la promotion interne. Nos magasins sont le reflet de la société. On essaie d'en faire des lieux du bien vivre ensemble, où nous avons environ 114 nationalités qui cohabitent dans nos magasins. Ce sont aussi des lieux d'inclusion. Nous avons 3 500 collaborateurs qui sont en situation de handicap et qui sont présents dans 90% de nos points de vente. Alors, quand on a ces convictions et ces valeurs, vous comprenez que le PSE que nous avons annoncé cet automne est le résultat de graves difficultés économiques. Alors, d'où proviennent-elles ? Auchan est une enseigne qui est historiquement fondée sur le format du très grand hypermarché, plus de 10 000 m² en moyenne. Et c'est le format qui aujourd'hui est en difficulté. Et il est en difficulté parce que ces hypermarchés qui constituent l'essentiel de notre parc, et plus de 85% de nos points de vente, sont en train de perdre en attractivité et par conséquent en rentabilité. Sur une période longue, si on prend depuis 2012, nos magasins ont subi une baisse régulière de fréquentation, ce qui a provoqué une baisse de chiffre d'affaires et une baisse de résultats économiques. Nous avons perdu 4 points de part de marché en France, en passant de 12 à 8 points, ce qui a bien évidemment un impact sur nos conditions d'achat. Nous avons perdu 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et notre excédent brut d'exploitation a été divisé par 6. Cela conduit à une perte nette de 485 millions d'euros en 2023. Cette vision un peu longue nous montre qu'il ne s'agit pas d'un accident conjoncturel, mais d'une situation structurelle devant laquelle se trouve Auchan. Et on peut dire que c'est la crise d'un modèle du très grand hypermarché, et c'est donc la crise de Auchan. Ce modèle, nous devons désormais le réinventer. Il est au cœur du plan de retour à la croissance, car nous avons la conviction que ces hypermarchés ne sont pas un modèle du passé, quand bien même certains s'expriment dans ce sens. Tout d'abord, il reste 9 Français sur 10 qui viennent faire une partie de leurs courses dans les hypermarchés, et il reste une réponse efficace aux contraintes de pouvoir d'achat et aux fractures territoriales.
Et ce qui est nouveau, vous avez cité la fermeture de 10 magasins, c'est qu'il était couramment admis que la grande distribution faisait partie des secteurs abrités, non délocalisables. Et on voit que désormais, nous sommes également, comme d'autres secteurs économiques, confrontés à des difficultés et à des plans sociaux. Nos difficultés que j'ai exprimées proviennent de plusieurs raisons, certainement des erreurs stratégiques, dans un contexte qui a été marqué par l'essor massif des enseignes de hard discount, souvent étrangères, qui ont pratiqué une politique d'implantation agressive. Et si je prends la photographie d'il y a 15 ans autour de nos hypermarchés et celle d'aujourd'hui, il y a entre 5 et 10 enseignes de hard discount qui sont venues s'implanter, avec un modèle qui est différent d'une autre, puisqu'avec des effectifs plus restreints et donc avec des coûts très inférieurs. Souvent, elles font tout ou partie de leurs achats au niveau européen qui leur permettent d'obtenir de meilleures conditions commerciales que nous. Deuxième cause, le grand hypermarché s'est construit sous le modèle du tout sous le même toit. Et dans ce tout, il y avait beaucoup de non-alimentaires. Des enseignes spécialisées sont arrivées. Les grandes plateformes de e-commerce américaines et chinoises captent désormais une grande partie des achats de textiles, d'électroménagers ou de culture. Et par conséquent, ce sont des raisons de visite en moins dans nos magasins. Enfin, une distorsion de concurrence qui frappe tout particulièrement Auchan au travers du cadre fiscal qui régit notre activité. Et je pense tout particulièrement à la Tascom, qui a été majorée pour les surfaces au-dessus de 2500 mètres carrés de 50%. Et donc, bien évidemment, c'est l'essentiel du parc Auchan qui a supporté cette Tascom que les discounters ne payent pas. Alors, une fois qu'on a dit ça, le but étant d'assurer la pérennité de l'entreprise et ainsi, par-delà, la pérennité des emplois, nous avons mené un certain nombre d'actions et un plan que nous sommes en train de dérouler. Tout d'abord, nous avons noué un partenariat stratégique avec Intermarché, avec la création d'une centrale d'achat commune, Aura Retail, qui nous permettra d'améliorer nos conditions d'achat et réduire notre écart concurrentiel dans un univers très compétitif. Rappelons-nous que le prix d'achat des marchandises constitue 75% de nos coûts. Nous adaptons nos hypermarchés en les réduisant, en les recentrant sur les besoins du quotidien, avec une part très forte accordée aux métiers frais traditionnels, les produits de grande consommation, les produits du quotidien non alimentaire, le textile et les besoins pour la maison. Nous prenons aussi des décisions qui sont difficiles sur le plan humain. C'est tout le sens de l'annonce que nous avons faite le 5 novembre dernier. Nous sommes amenés à réorganiser et à redimensionner nos services supports au regard de la perte de chiffre d'affaires, d'optimiser nos organisations en magasin pour les rendre plus agiles et plus efficaces. Et nous fermons 10 magasins dont nous n'estimons pas avoir la possibilité de retrouver la rentabilité. Et si nous faisons ça, c'est pour améliorer la compétitivité de l'entreprise et la maintenir pérenne. Nous avons signé les éléments du PSE avec nos partenaires sociaux cette semaine. L'accompagnement social proposé est bien sûr à la hauteur de l'enjeu. Notre préoccupation première est le retour à l'emploi, par du reclassement interne ou externe, qu'on va accompagner par des formations de
de reconversion, l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, l'aide à la recherche d'emploi, et puis pour les collaborateurs qui sont au plus près de leur fin de carrière, les accompagner sur les derniers semestres de leur activité. Quelle est la position de l'actionnaire par rapport à cette situation et, au fond, croit-il à l'avenir de cette enseigne et la soutient-il? Rappelons-nous qu'il vient d'investir 500 millions d'euros dans l'acquisition de 94 magasins Casino pour renforcer notre taille et notre maillage territorial. Et cette opération a permis de donner une issue positive pour 5 600 emplois sur l'ensemble du territoire français. Il a procédé fin 2024 à une recapitalisation à hauteur de 1,6 milliard d'euros. 1,6 milliard d'euros. Donc vous voyez que, et je tiens à le dire, que ce PSE que nous avons annoncé en novembre dernier ne sert ni à maximiser des profits, puisque je vous ai exposé les pertes qui sont les nôtres, ni à gonfler les dividendes versés aux actionnaires, qui sont en baisse constante depuis de nombreuses années et quasi nuls depuis plus de 5 ans. Sur l'utilisation des aides publiques, qui est l'objet de cette audition, je tiens tout d'abord à vous exprimer que nous comprenons parfaitement, au regard des montants qui sont exposés, votre souci et votre responsabilité de contrôle de l'argent public et l'objet de votre commission d'enquête parlementaire. Alors, concernant les quantums, bien sûr, Auchan a reçu des aides, quand bien même les médias annoncent des chiffres bruts, parfois confusants, mais qu'il convient de remettre dans le cadre global de l'entreprise et de sa taille. Sur la période 2013-2023, Auchan a acquitté près de 4 milliards d'euros d'impôts et de taxes et a bénéficié de 636 millions d'euros d'aides fiscales, soit un solde net de 3,3 milliards versés au Trésor public. Sur la même période 2013-2023, Auchan a versé 5,6 milliards de cotisations sociales et a bénéficié en retour de près d'1,3 milliard d'euros de réductions et de cotisations sociales et 67 000... Pardon ? Excusez-moi. 3 de réduction, tout à fait. Et 67 millions d'aides à l'embauche. Bien évidemment, le montant de ces chiffres est la conséquence du nombre de collaborateurs que nous avons, plus de 50 000. Sur la nature de ces aides, les aides que nous avons reçues, ce sont surtout des aides à l'emploi, non discriminantes, puisque l'ensemble des entreprises sans effet de seuil y a eu accès. D'abord sous la forme de CICE, puis d'allègement des charges. Nous sommes une industrie à forte intensité de main-d'œuvre. Et l'on comprend que le but est de baisser le coût du travail pour faciliter l'embauche et la sauvegarde de l'emploi peu qualifié. On a souvent fait la critique pour ces aides de constituer des trappes à bas salaire avec les plafonds retenus pour les différents dispositifs. Je pense que nous échappons à ce problème et à cette critique. Tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué, parce que nous souhaitons réellement une promotion interne et que nous avons des salaires d'entrée et des salaires moyens qui sont largement supérieurs aux minima qui sont fixés. Ainsi, le salaire fixe annuel de nos employés est de 14% au-dessus du SMIC en premier emploi. Au bout de 12 mois,
le salaire fixe moyen est de 20% au-dessus du SMIC. Concernant les autres dispositifs, nous ne bénéficions pas du crédit d'impôt recherche ni d'aide en provenance des collectivités locales ou de l'Union européenne. Sur l'utilisation de ces aides, et tout particulièrement du CICE sur la période 2013-2018, il a été ventilé de la manière suivante, et cette ventilation s'est faite en complète transparence avec nos partenaires sociaux. 44% de ce montant est revenu au personnel, avec des investissements dans les conditions de travail, dans le recrutement, et nous les avons intégrés dans la base des formules d'intéressement et de participation. 29% a servi à maintenir la compétitivité de l'enseigne, ce qui veut dire très concrètement a été investi dans la compétitivité prix. 17% a servi à la transition écologique et énergétique au travers de dispositifs d'économie d'énergie, comme les éclairages à base de LED, et à la modernisation technique de la gestion de nos magasins. Enfin, 10% ont été investis dans l'innovation et notamment dans la fluidité des parcours d'encaissement. Je vais me permettre sur le cas particulier du CICE de réévoquer la majoration de la TASCOM qui nous a frappé de manière asymétrique et qui, à l'époque, a été présentée comme une forme de contrepartie fiscale au CICE. Et quand bien même le CICE s'est arrêté en 2018, cette majoration a perduré et aujourd'hui, eh bien, elle représente, cumulée sur cette période, 42% du montant du CICE que nous avons perçu. J'en viens aux questions concernant le remboursement des aides en cas de plan social. Bien sûr, cela voudrait dire que l'argent public aurait été mal utilisé et que l'objectif de maintien dans l'emploi n'a pas été atteint. Donc que les entreprises qui en ont bénéficié devraient rendre des comptes. Nous comprenons complètement le raisonnement, mais il ne correspond pas à la réalité économique, puisque dans ce cas d'espèce, on fait référence à des aides passées qui ont d'ores et déjà été dépensées et qui ont servi à investir au moment où nous faisions face à des difficultés bien présentes, investissement dans les hommes ou dans les moyens, comme je vous l'ai exposé. Alors, ces aides ont peut-être permis de différer certaines décisions difficiles et de préserver au maximum l'emploi. Car ces aides, elles ont été pensées pour celles dont nous avons bénéficié, pour alléger le coût du travail et le niveau de la fiscalité qui rendent nos entreprises insuffisamment compétitives. Les aides sont donc bonnes pour nous permettre d'alléger les contraintes et les charges par temps calme, mais en revanche, dans la situation dans laquelle nous sommes, et je pense que ce n'est pas leur objet, elles ne sont pas conçues ni suffisantes pour repenser complètement un modèle économique. Et elles ne doivent pas servir à différer éternellement l'ajustement qui a bien sûr un coût économique et malheureusement parfois un coût humain. Donc je pense que de supprimer les aides ou de nous demander de les rembourser au moment où notre entreprise traverse des difficultés aussi importantes, ça reviendrait à lui infliger une double peine et finalement surtout à infliger cette double peine à nos salariés. Vous évoquez des contrôles, ce que l'on trouve tout à fait légitime, mais on pourra se poser la question sur quel fondement, à partir d'objectifs, comment seront-ils fixés et qui et comment pourrons-nous apprécier qu'ils ont été respectés. Je pense qu'il faut que nous soyons vigilants à ce que le remède ne soit pas pire que le mal, avec de la complexité, de la bureaucratie, des contentieux, qui seraient d'autant plus
dissuasif et rendrait finalement, in fine, ces aides inaccessibles ou inapplicables. Cela me paraît, dans le contexte actuel, contradictoire avec l'objectif de simplification qui est unanimement poursuivi par toutes les formations politiques. Enfin, aider les entreprises, c'est leur offrir le même cadre concurrentiel ou rapprocher les cadres concurrentiels entre la France et les pays européens. Je pense tout particulièrement, en ce qui concerne la France, au rééquilibrage du règle des jeux entre les modèles d'entreprise intégrés et franchisés. Vous l'avez cité, les effets de seuil font que des grands groupes, aux enseignes reconnues, leaders en France, ne seraient pas amenés à exposer, comme je le fais aujourd'hui, leur situation devant cette commission. Ça serait peut-être aussi réviser la TASCOM, comme je vous l'ai évoqué. Mesdames, Messieurs les sénateurs, nous avons tous collectivement, et bien évidemment nous, Auchan en premier, la responsabilité d'assurer la pérennité de notre modèle, qui, malgré ses faiblesses, reste un acteur essentiel de la distribution en France. Et nous comptons, ainsi que vos collaborateurs, sur votre soutien pour engager ces évolutions nécessaires. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur le Président. Je vais laisser la parole à notre rapporteur s'il souhaite vous poser quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je souhaite poser quelques questions. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos propos introductifs, les chiffres que vous donnez. Je pense que nous avons tout intérêt. D'ailleurs, ça sera une des questions sur la transparence des aides publiques et de leur utilisation. Donc, je vous remercie pour les premiers chiffres que vous nous donnez. Juste, je me permets de rappeler, parce que vous avez raison, Auchan n'est pas une entreprise cotée. Elle reste une entreprise familiale. Je n'oserais pas le terme TPE, PME, comme Lactalis. Ce que je vais rappeler quand même, donc c'est Auchan, Boulanger, Électronique, Dépôt, Flunch, Trois Brasseurs, Leroy Merlin, Bricoman, Decathlon, Pinky, Brice, Jules, Kiabi, Saint-Maclou, Midas, Noroto, Pic, Wick, Toy, ça les parents connaissent, Tape à l'œil, Alinea et 12 autres enseignes moins connues. On peut dire que c'est un empire qui a été construit. On peut avoir le développement. Et d'ailleurs, une des questions de Auchan, et sa force, c'est d'avoir construit des hyper et supermarchés de très grande taille, et y compris après des zones où il y a des magasins qui viennent, qui sont pour beaucoup de la galaxie muliaise, et y compris en interne, dans les galeries marchandes, d'avoir des magasins connus et reconnus. Je prends Jules, mais je pourrais en citer d'autres, sur les vêtements qui sont connus et reconnus. Donc, bon, on est sur une TPE-PME familiale de très grande ampleur, effectivement non cotée en bourse, mais qui représente un bassin d'emploi, comme vous avez rappelé, sur l'ensemble de nos territoires. Et je crois que chacun et chacune, nous en avons. J'ai dans mon département des Auchan et dans mon ancien département aussi. J'en reviens donc sur les aides publiques. Vous nous avez dit, donc, c'est les chiffres que nous avions, 626 millions, si je ne me trompe, 636 millions d'aides fiscales. Est-ce que cela comprend entre 2013 et 2023 ? Donc on est bien d'accord qu'entre 2013 et 2019, c'est l'équivalent de 500 millions de CICE. 478, très précisément. Ben voilà, 478, et donc le reste en exonération de cotisations sociales. C'est bien ça. Oui, il y a deux périodes, hein, et le milliard 3 que j'ai cité, ce sont des exonérations sociales. Donc qui viennent. Donc je reviens, les 636 millions d'aides fiscales, dont 478 précisément de CICE, si c'est bien ça dont on parle, et donc il en reste 22 plus 136, mais vous l'ajoutez au 1,3 milliard de réduction de cotisation. Donc si nous sommes rentrés, donc si je prends la période 2013, 2023,
et on rentre par la nature des dispositifs. Même si l'objet, on peut considérer qu'il était le même. Sur la période 2013-2023, 636 millions d'euros d'aide fiscale, au sens comptable du... Donc là, vous incluez le CICE, la période CICE. Là, c'est la 2013. 2019. Il y a le CICE. Donc 636 moins 470, donc 478 de CICE. De CICE. Ce qu'on a dit dans la presse, qu'on a rectifié à 500 millions, autour de 500 millions, mais... Certains ont dit 500 par an, mais bon... Non. 500 pour la période. Hein. Ouais. J'avais précisé. Donc 478, 500 millions chaque année, on a été... ce qui est normal, que vous soyez une entreprise qui soit plus aidée, puisque c'était sur la masse salariale. Donc, comme vous avez plus de salariés, beaucoup de même, donc effectivement, donc 478, et donc le delta de 636 moins 478 pour la période 2020-2023, si les comptes sont, tout à fait. sont exacts. Dette fiscale. Ouais. Voilà. Et les 1,3 million, 1 pardon. 1 milliard 259 millions, très précisément. La réduction de cotisation. C'est la réduction de cotisation. Sur 5,6 milliards De cotisations sociales qui sont donc du salaire différé. Et donc, pas de CIR. Non. D'accord. Et pas d'aide non plus, ni de collectivités territoriales. Ni de l'Union européenne. Ni de l'Union européenne. Absolument. Même pour des magasins précis. Même Par exemple, Clermont-Ferrand, aucune aide territoriale pour des magasins. À ma connaissance, non, mais nous allons le vérifier et nous vous communiquerons cela par écrit si jamais j'ai omis quelque chose. Très bien. Maintenant, je reviens sur les 500 millions de CICE, si vous le permettez, Monsieur le Président. Vous avez donc donné 44% pour la rémunération et les conditions de travail. Oui. Alors moi, j'avais 29% pour renforcer la compétitivité, mais vous pourrez préciser. Oui. 17% pour la transition écologique, on a le même. Et vous avez cité 10%, pardon, j'ai oublié. L'innovation. L'innovation pour les caisses, c'est ça? Les caisses automatiques peut-être? Pour l'impression 3D, pour le textile sur mesure. D'accord. Voilà, un certain nombre de projets. Alors, notre question, c'est que dans le débat que nous avons avec les premiers auditionnés, alors on n'a fait qu'une entreprise, mais surtout avec l'administration, et notamment sur cette question du CICE, on a rencontré notamment le père du CICE, Louis Gallois, qui nous a dit que le CICE, et vous avez raison, on en reviendra sur les conditions, était plus que flou, parce qu'il n'était pas pour lui question de l'emploi, mais de la compétitivité, et que la compétitivité, ça s'évaluait difficilement. Et l'administration nous a aussi affirmé à plusieurs reprises que la question de la compétitivité, notamment, je n'aime pas cette expression, mais je vais la reprendre pour qu'on se comprenne, vous l'avez utilisée, pour baisser le coût du travail, pour être compétitif, c'est une des questions qui nous a été souvent remise, elle était quand même difficilement évaluable. Alors je voulais savoir comment vous arrivez à précisément, avec les 500 millions d'euros touchés et versés pour le CICE, avoir une répartition si nette et si précise de 44% pour la rémunération et les conditions de travail, 29% pour renforcer la compétitivité, 17% pour la transition écologique et les 10%. Est-ce que vous avez mené des études? Est-ce que vous en avez versé au CSE? Est-ce que vous en avez échangé avec les syndicats? Est-ce que vous êtes appuyé sur des chiffres extrêmement précis, par exemple sur la rémunération et les conditions de travail? Comment vous évaluez les effets de compétitivité? Ça, c'est une question qui nous intéresse. Oui. Sachant que, si je peux apporter une petite précision complémentaire à la question du rapporteur, moi, quand je regarde 44% pour les salariés, donc c'est des améliorations, des contributions que vous avez fait aux salariés, notamment, vous l'avez dit, sur l'intéressement, que vous n'auriez fait sortir de la poche de l'entreprise s'il n'y avait pas eu le CICE. La compétitivité, je voudrais savoir ce que ça représente. 17% sur la transition écologique, notamment, vous avez parlé de remplacement, d'éclairage par de la LED. Ouais. Effectivement, c'est plus intéressant pour la transition écologique, mais c'est aussi des économies pour l'entreprise et donc de la compétitivité. Et enfin, l'innovation, c'est également, pour moi, de la compétitivité. Donc, dans un premier temps, moi, je le dis,
sur mon côté personnel en tant que président, pour moi, 100% ont été utilisés pour la compétitivité de l'entreprise, par rapport à l'objectif du CICE. Maintenant, effectivement, je rejoins le rapporteur sur la façon dont vous avez pu décliner les différents postes, je vais dire les différents postes de compétitivité entre salariés et ce que vous entendez, vous, dans les 29% de compétitivité. Bien, donc pour répondre tout d'abord sur les 29% de compétitivité qui repèsent 139 millions d'euros, c'est des investissements qui ont été rajoutés dans les prix que nous ne pouvions pas, que l'entreprise ne pouvait pas faire à l'époque au travers de ces conditions au niveau des prix de vente consommateurs. Ça nous a permis de baisser les prix de vente consommateurs. Concernant les innovations, ben, on a fléché à l'époque. Ah oui, donc là, vous entendez par compétitivité dans les 29%, c'est votre compétitivité par rapport à vos concurrents directs. Tout à fait. Voilà, d'accord. Tout à fait. Ce qui était un débat à l'époque, hein, si vous vous en souvenez, de se dire est-ce que finalement ce CICE ne va pas servir à relancer une compétition sur les prix. Sur le personnel, ça a été mesuré à l'époque par rapport à des formules dérogatoires qui ont été calculées. Concernant l'innovation, c'est aussi des investissements que nous n'aurions pas fait, tout comme la transition écologique. Après, je comprends le sens de votre question, dans le sens où finalement un montant financier, je veux dire, il est fongible. C'est de se dire, est-ce que j'aurais pas pu faire ça avec 500 autres millions? Mais à la fin, dans la comptabilité de l'entreprise, c'est bien 500 millions additionnels, ou 478, que nous avons eus, qui ont donné ces moyens supplémentaires qu'on a affectés de cette manière-là. Et pour répondre au dernier élément de votre question, ces éléments ont été complètement partagés dans le cadre de nos instances représentatives du personnel. Et de mémoire, ils sont mentionnés dans les PV de ces instances. Je repose ma question différemment. Moi, je n'ai pas de raison de ne pas vous croire. Et je vous remercie de l'effort de transparence que vous faites en donnant des chiffres précis, en disant nous avons touché 478 millions de CICE sur 6 ans, 44% pour les salariés, etc. etc. Mais comprenez-vous que je repose la question peut-être plus précise. Comment vous l'avez évalué? Parce que des chiffres, on peut en donner, mais par exemple, 17% pour la transition écologique, remplacer l'éclairage par des LED, bon, on peut se dire potentiellement c'est un effet d'aubaine, parce que, vous voyez, une entreprise comme la vôtre, quoi qu'il arrive, elle serait passée à un moment donné à de la lampe LED, parce que de toute façon, il fallait faire baisser la facture écologique, il y a les politiques de RSE, et qu'on était à ce moment-là, donc voilà. Et donc, je voudrais savoir comment, parce que, je redis, de l'administration nous dit que c'est extrêmement complexe d'évaluer la compétitivité. Et vous êtes chef d'entreprise. Et oui, je vous remercie une nouvelle fois de l'effort de transparence que vous faites avec des chiffres extrêmement précis. Vous venez avec des chiffres très précis, du montant et du partage. Et donc, je voulais savoir comment vous l'avez évalué. Est-ce que vous avez fait des études indépendantes? Non. Est-ce que c'est le CSE? Quels chiffres? Est-ce que les rapports que vous avez faits de l'époque, la répartition, par exemple, vous pourriez, non pas le rendre public ici, mais peut-être, si vous le souhaitez, à Monsieur le Président et moi-même en contribution pour qu'on puisse regarder comment a été utilisé le CICE, ça voyez, ça nous interpelle et ça m'intéresse. Parce que pour le coup, on a, et ma famille politique, je vais le dire comme ça, on sait tout, a été souvent très critique sur l'utilisation du CICE, mais si il y a une bonne utilisation du CICE qui a été évaluée et qu'on peut prouver que à 40, après on peut avoir le débat, est-ce qu'il aurait fallu que ça soit plus pour les salaires ou pas, mais ça c'est un autre débat. Mais là pour le coup, 44% pour les salaires et la rémunération, 17% pour là, si ça peut s'appuyer sur des chiffres précis et des évaluations précises, ça nous intéresse, ou est-ce que c'est une évaluation, je ne dis pas grosso modo, mais voilà, plus bon, qui se répertorie comme ça en se disant, bon, voilà, je dis une bêtise, on a acheté pour 50 millions de LED,
Et donc, de fait, ça fait 17%, et donc on va dire ça. Voilà. Le raisonnement qui avait été tenu, c'est de se dire par rapport à mon fonctionnement classique, si je n'avais pas ces aides, qu'est-ce que je n'aurais peut-être pas fait? Voilà. Vous dire que c'est une science exacte, je n'irai pas jusque-là. Et c'est de cette manière dont ça a été exprimé aux partenaires sociaux, qui étaient vigilants sur l'utilisation, ce qui était tout à fait normal. Mais ce n'est pas une critique, encore une fois, parce qu'on en revient. Comme le CICE n'était pas assorti de critères extrêmement restrictifs, c'était de l'argent donné pour la compétitivité, il n'y avait aucune obligation pour les entreprises de les flécher. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une critique que je vous fais, puisque on peut avoir le débat et peut-être une critique sur les positionnements de l'époque, peu importe. Mais de fait, j'en reviens, on n'a pas une évaluation précise. Vous en faites une répartition, grosso modo, pardonnez-moi l'expression, mais en disant, voilà, on a fait tel investissement sur les caisses, tel investissement sur les LED, telle question. Mais est-ce qu'on peut vérifier véritablement qu'il n'y a pas eu un effet d'aubaine ou pas? C'est complexe à le dire. Absolument. Probablement que, par exemple, sur les 10% sur les caisses, probablement que vous l'auriez fait parce que vos concurrents s'y mettaient aussi. D'ailleurs, une des questions, c'est que les 10% donc, d'argent public des 478 millions, donc 47 millions et quelques à peu près, ont été utilisés pour les caisses automatiques. Pas que les caisses. Pas que les caisses. En partie les caisses. En partie, un site, non, vous avez dit, un site les pilote, textiles, l'impression 3D, des projets de textiles sur mesure, voilà, des études sur les caisses. Pardonnez-moi, voilà. j'ai jamais entendu les caisses. Bon, en partie les caisses. Donc des études et de l'innovation sans aller chercher de cire. Quoi? Non, des études et de l'innovation sans aller chercher de cire. Non, parce que... Non, mais je voulais juste le préciser. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que la qualification est... bon, enfin, on le voit bien dans le CIR, beaucoup d'entreprises, et puis après, c'est requalifié 2-3 ans après. Monsieur le rapporteur, je voudrais juste oui, bien sûr. sur cette petite précision, parce que la difficulté de la DGCCRF que vous mettez en avant, hein, c'est bien de mesurer la conséquence compétitive de toutes ces aides. Or, nous, ce qu'on vous explique là, c'est qu'est-ce qu'on a fait des aides. Après, pour mesurer la compétitivité que ça a donné à l'entreprise, ça, effectivement, c'est un peu plus complexe à avoir. Par contre, il y a une donnée qui est assez importante aussi concernant le partage avec les salariés. Bien sûr, le CICE est arrivé budgétairement en fin d'année, donc il y avait une évaluation qui pouvait être faite, mais en tout cas, le chiffre, il arrivait vraiment en fin d'année. Et ce qui a été décidé à ce moment-là par la direction générale et par les dirigeants, ça a été d'intégrer complètement, ce qui n'était pas obligatoire, le CICE dans la formule de calcul d'intéressement des employés. C'est pour ça qu'on arrive à mesurer vraiment, précisément, ce qui est revenu au personnel. Je vous remercie. Bon, on aurait un débat, mais on va... Bon, 30% pour la compétitivité, notamment pour la baisse des prix. Là, il y a une question. Est-ce que l'argent public doit servir à un groupe comme le vôtre pour être agressif sur les prix? Non, mais là, il pourrait avoir un débat. Il y a un débat, d'ailleurs. Il y a un débat. Et, en tout cas, rien de l'interdit. Non, mais encore une fois, je le redis, rien n'est répréhensible. D'ailleurs, nous ne sommes pas un tribunal. Voilà. Et de toute façon... le CICE n'était assorti d'aucune condition restrictive. Donc, chacun l'a utilisé à son bon vouloir, mais pour le coup, c'est bien de savoir pourquoi. Et je note que 10%, pas que sur les caisses de la R&D, mais en partie les caisses, donc a servi quand même à réduire un peu d'emploi. Donc là, il y a une question, je le redis, parce que les caisses automatiques, c'est soit ça permet de réduire l'emploi, soit ça permet de redéployer des gens dans le magasin. Dans d'autres métiers. Dans d'autres métiers. Bon. J'en viens maintenant sur le plan social, si vous me permettez. Bien sûr. J'avais une question toujours, juste pour finir sur le sujet, avant de passer à un autre sujet, sur le CICE. 636 millions d'euros, 4 milliards d'euros. 478 millions de CICE. Pardon ? De CICE. 478 millions d'euros. Mais en tout, 636 millions d'euros d'aide au niveau fiscal. Tout à fait. Et vous avez en face
payer 4 milliards d'impôts et taxes. Si vous n'aviez pas eu... alors, ça ne va pas être évident à chiffrer, je le sais. Mais ça peut nous intéresser pour la suite au niveau des contributions écrites. Donc j'en profite, à moins que vous ayez la réponse. Si vous n'aviez pas eu ces 636 millions globaux d'aide fiscale, ces 4 milliards, ça serait moins ou ça serait plus, puisque vous auriez été moins, entre guillemets, compétitif, donc eu moins de résultats, ou est-ce que ça n'a pas eu d'influence directe? Moi, j'ai ma petite idée sur la question, mais c'est la vôtre qui m'intéresse. Moi, j'ai la conviction que, finalement, ça vous a permis de faire, avec des aides publiques, certaines dépenses, qui vous ont permis d'avoir des résultats supérieurs, et donc de payer davantage d'impôts et de taxes. Mais c'est que mon avis. Je pense que l'effet direct et proportionnel, je ne suis pas certain de pouvoir l'établir. Ce dont on est certain, c'est que sur cette période-là, nous avons recruté des collaborateurs. Ce dont on est certain, c'est que ça nous a aidé à rester compétitifs par rapport à nos concurrents. Et ce dont on est certain, comme vous l'avez compris, ça nous a aidé à soutenir notre modèle social. Je vais mettre en regard d'un autre chiffre, mais qui est de nature complètement différente, mais qui montre quand même l'importance de ces montants. Les CAPEX investis par Auchan pour le maintien de ces magasins, pour investir, pour rénover, pour se doter d'outils informatiques, c'est en fonction des années entre 600 et 650 millions d'euros. Donc c'est vrai que ces aides, ce sont des aides importantes, puisqu'elles correspondent peu ou prou à 80% de ce qu'on réinjecte dans nos actifs et dans nos outils pour les maintenir. Merci, Monsieur le Président. Je laisse continuer notre rapporteur. Et justement, juste pour une précision sur les 4 milliards d'impôts et taxes, ça recouvre quoi exactement? Impôts de produits? Est-ce qu'il y a la TVA, le paiement? Non, mais parce que je connais un certain nombre de patrons qui mettent tout ensemble. Donc c'est pour ça que je pose bien. Voilà, c'est pour ça que je me permets de demander une précision. Je t'en présenterai. Donc c'est 993 millions de taxes assises sur le chiffre d'affaires, la TASCOM et la C3S, 880 millions de CET, 670 millions de taxes locales et 875 millions de taxes assises sur les salaires. Et donc il n'y a pas de taxes et impôts, bien évidemment. Et il n'y a pas de taxes collectées, ni TIPP, ni TVA. Et l'IS? Oui, et l'IS aussi, bien évidemment. Et vous avez cité un dernier chiffre, 67 millions d'aides à l'embauche? De subventions à l'embauche, oui, notamment pour les alternants. D'accord, c'est les alternants. La majorité, c'est l'alternance. Oui. D'accord. Merci. J'en viens donc à la question, évidemment, autour des 2400 emplois supprimés. Vous avez longuement évoqué ce sujet en moment introductif. Comment comprenez-vous que les salariés ne trouvent pas un reclassement parmi l'ensemble des enseignes que j'ai citées tout à l'heure? C'est une question, puisqu'on est face à un groupe. Et la deuxième question, même si j'ai entendu, ça fait 5 ans que Auchan France ne verse pas de dividendes. D'ailleurs, ça met un peu à bas le fait que les salariés aient 15% de l'actionnariat. Ils peuvent avoir 15% s'il n'y a aucune action chaque année qui tombe. Bon, c'est une question. Et d'ailleurs, on n'est pas sur le modèle social, mais c'est vrai que sur l'industrie qui est la vôtre, les salaires sont plus bas, on le sait, et vous le savez, c'est une des questions. Les temps partiels subis ou contraints, notamment pour les femmes, c'est là où ils sont le plus nombreux. Et c'est vrai que même si vous pouvez avoir un salaire médian autour de 22 000 euros, je l'ai précisément, 22 200, vous savez que, de fait,
il y a des salaires en dessous du SMIC parce qu'il y a des 80%, notamment chez les caissières, mais c'est une question, pareil, qui ne touche pas qu'Auchan et qui touche tous les grands groupes, qu'ils soient Leclerc, Carrefour et je cite tous vos autres concurrents. Donc, comment vous comprenez, et est-ce que vous comprenez l'émotion de fait de pas de reclassement et qu'une entreprise quand même où il y a une galaxie d'entreprises, un empire, pardonnez-moi, où par exemple on va avoir Decathlon qui va verser 1 milliard d'euros de dividendes à la famille Muliez, on supprime 2400 emplois, au même moment où vous avez acheté 94 magasins Casino. Donc là, il y a une question. Vous êtes une entreprise qui touche des aides publiques, qui arrive, même si ce n'est pas la filiale précise, mais le groupe verse des dividendes imposants et importants, rachète et investit dans d'autres groupes et licencie. Est-ce que vous comprenez l'émotion légitime chez les salariés et au-delà dans la population? Je comprends tout à fait l'émotion et la vision morale, le regard moral qui peut être apporté sur ce sujet. Je ne le lis pas comme vous le faites aux éléments structurels que vous avez évoqués. Pardon, Monsieur le Président, c'est des faits. Non, mais après, on peut avoir une lecture. Là, je ne vais pas donner mon avis. Je donne des faits. Une entreprise qui touche des aides publiques va avoir un groupe qui verse des dividendes importants, licencie, et la même année, et vous l'avez cité vous-même, rachète 94 magasins Casino. Ouais. C'est des faits. Ce n'est même pas une lecture politique. Ce sont des faits. Néanmoins, je pense qu'à ce stade, puisque vous avez utilisé plusieurs fois le terme de groupe pour l'ensemble des enseignes que vous avez citées, et je ne le fais pas juste pour un argumentaire pro domo, mais pour expliquer le sujet des reclassements. L'association familiale Mulier, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est une simplicité de langage pour désigner l'ensemble des membres de la famille Mulier qui sont ensemble co-actionnaires d'un grand écosystème d'entreprises, mais qui ne constituent pas, au sens une quelconque entité juridique, mais c'est un collectif de 950 associés qui restent ensemble pour entreprendre et mobiliser leur patrimoine au service des entreprises que vous avez citées, et je ne reviendrai pas dessus. Vous avez cité, donc, on n'est pas dans un groupe. Donc, un Decathlon est une entreprise autonome. Et voilà l'annonce qui a été faite. Oui, on n'a pas une holding qui regroupe toutes ces entités. Absolument pas. Il n'y a pas de lien entre les différentes entités. Il y a une holding au sein de Auchan, mais pas de l'association familiale. Il n'y a pas de l'AFM. Voilà, pour la nommer. Tout d'abord, rappelons que l'actionnaire familial, les actionnaires familiaux ont effectivement racheté les magasins pour développer l'enseigne. Donc c'est un pari d'aller investir dans une entreprise qui, pour l'instant, ne démontre pas sa rentabilité, a injecté 1,6 milliard en 2024 en recapitalisant. Donc c'est des sommes complètement massives à mettre, on a parlé des aides, voilà, à mettre aussi au regard de ces montants. Concernant le PSE, je l'ai dit, ma responsabilité première, c'est de ramener le plus de monde possible à l'emploi. Donc ça va se faire par du reclassement interne. Nous sommes des métiers, oui, où il y a du turnover, donc c'est une possibilité pour reclasser.
l'accompagnement à la mobilité externe, avec vraiment des moyens. Et puis vous avez cité les enseignes dont la famille Mullier peut être actionnaire. Donc, on voit bien que ce 1,6 milliard que met la famille, que je vous ai évoqué, il vient bien de quelque part. Donc, il vient bien de cet équilibre qui peut se faire entre des entreprises qui sont capables de verser des dividendes et celles qui ont des besoins financiers. Pour tout d'abord aider au redressement de ces entreprises. Et puis quand on arrive à nos plans de reclassement, en dernier recours, je pense qu'il y a un vrai attachement à préserver au maximum l'emploi, sans être contraint par des éléments juridiques, puis nous sommes un groupe. Et ça se passe par deux leviers. D'abord, on échange au maximum entre entreprises que je vais qualifier de cousines, quand bien même ce n'est pas une obligation légale. Ça, nos DRH échangent, bien évidemment, dessus, tous les CV des collaborateurs qui sont touchés par ce plan, pour voir si, au local, on peut trouver des solutions. On a d'ailleurs développé une plateforme numérique, c'est une initiative où on permet, tous les magasins peuvent poster leurs besoins et tous les collaborateurs qui souhaitent aller potentiellement dans une autre enseigne peuvent candidater. Et vous avez cité le sujet des temps partiels. La vocation de cette plateforme est aussi, dans un même site ou à proximité, de pouvoir compléter un temps partiel par un second temps partiel pour offrir un temps le plus complet. Il y a des exemples. Non, mais J'ai ma dernière question, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Oui, mais vous avez un exemple, je peux vous en citer 10 contre-exemples. Je suis d'accord. Non, mais mettons de côté la FM, donc l'actionnaire Mullier. Comprenez-vous donc qu'une entreprise qui touche des aides publiques licencie, mais rachète la même année des magasins. 94, d'ailleurs, pouvez-vous nous donner un montant approximatif? 500 millions. 500 millions pour le rachat des 94 magasins, 5600 emplois. Est-ce que vous comprenez qu'une entreprise qui rachète pour 500 millions licencie la même année? Voilà. Ça sera ma dernière question. Je comprends que la concomitance puisse poser question. On ne peut pas tout à la fois reprocher d'essayer d'avoir une action positive en reprenant des magasins et en ayant un levier pour avoir un effet de taille, avec pour le coup une prise de risque de l'actionnaire, puisqu'il réinjecte sur des modèles qui ne sont pas complètement solidifiés d'un point de vue performance économique. Et je comprends tout à la fois que cette concomitance puisse interroger, c'est évident. Merci beaucoup. On va donner la parole à nos collègues. J'avais une petite question et une petite remarque. La première, si il n'y a pas eu le rachat de ces magasins à hauteur de 500 millions, les conséquences? Les conséquences, il y a un certain nombre, je pense, qui auraient eu des difficultés. Vous voyez qu'il y a eu des annonces par ailleurs de fermeture de ces magasins, puisqu'il y a des réalités qui sont difficiles. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, pour tous les sites. Ça nous amène des bénéfices de taille, mais nous avons tout un travail à faire pour ramener tous ces magasins dans la rentabilité et de manière, et j'ose le prétendre, de pouvoir être dans un contexte familial, vous l'avez expliqué, qui est plutôt bienveillant. Donc c'est bien une prise de risque. C'est une prise de risque. Et enfin, juste une réflexion, et après je donnerai la parole. On va faire entre guillemets une salve de questions. J'ai 3 collègues qui souhaitent vous poser des questions. Je rappelle juste que vous êtes
à votre éminent poste depuis moins d'un an. Oui. Dans le but justement de redresser la situation chez Auchan. Et même si on en a parlé, et si voilà, la situation elle est ce qu'elle est, je ne peux pas non plus vous tenir comptable de ce qui s'est passé dans votre prise de fonction. Pour autant, je suis le représentant légal de l'entreprise. Donc... Tout à fait, bien sûr. Je donne la parole à 3 de nos collègues qui vont vous poser des questions successivement et vous répondrez à l'ensemble des questions par la suite. En premier, Madame Martine Berthet, Madame Evelyne Renaud-Garabédian et Daniel Fargeau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, 2 questions qui ne sont pas forcément liées, mais qui ont plutôt attrait à la partie immobilier. Je voulais savoir si la société Auchan Retail est propriétaire des murs des magasins exploités. Si oui, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas utilisés et qui restent comme ça en vacances ? Et la deuxième question, c'est avez-vous perçu des aides des régions au niveau de la compétence économique des régions? Avez-vous perçu des aides sur la partie immobilier ou sur la partie... Alors, sur la partie fonctionnement, en principe, non, mais sur la partie immobilier. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, le coût cumulé du CICE depuis la mise en place du dispositif dans les années 2013 représente environ 100 milliards d'euros et avec des effets qui paraissent être limités, tant sur l'emploi que sur les investissements. Je souhaiterais vous interroger, non pas en votre qualité de dirigeant de Auchan, mais je voudrais m'adresser à un dirigeant. Les questions vous ont été posées par mes collègues, donc ce n'est pas la peine que j'en pose d'autres. Je m'adresse aujourd'hui à un dirigeant d'entreprise dont la fonction nécessite d'être particulièrement attentif et sans arrêt soucieux de l'efficacité de l'entreprise, de la rentabilité, des éléments économiques et financiers. Et à ce titre, je voudrais vous poser un certain nombre de questions et je voudrais savoir ce que vous pensez du résultat du CICE. On entend parler dans la presse, dans les termes économiques. On a entendu les économistes en parler puisqu'ils ne sont pas satisfaits. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la gestion par les entreprises du CICE, où beaucoup d'entreprises ne savent pas exactement où sont allées ces sommes et à quoi elles ont servi. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'absence de contrepartie aux aides formelles qui ont été consenties. Et j'aimerais également que vous me disiez, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi en fait que la seule condition qui a été mise en place pour ces CICE, c'est une condition de faire, et c'est une simple obligation de faire, sans aucune sanction, et de faire des efforts, de faire des investissements et de faire du recrutement. Donc j'aimerais bien avoir votre avis en tant que chef d'entreprise. Merci Evelyne. Daniel Fargeau. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Alors quelques questions, il va falloir prendre des notes. Mais non, vous avez... Ah pardon, excusez-moi, je reprends. C'est bon, c'est bon. Oui, bonsoir messieurs. Écoutez, oui, j'ai un certain nombre de questions. Pour l'approcher. Oui, je vais l'approcher, voilà. J'ai un certain nombre... En direct, bien sûr. Donc, j'ai un certain nombre de questions sur l'activité d'Auchan, bien évidemment, sur le devenir d'Auchan. Vous l'avez dit, et je confirme aussi pour ma part, c'est vraiment la fin d'un modèle, l'hypermarché en tant que tel. C'est la crise d'un modèle qui doit être effectivement réinventé, comme pour remplacer ce que j'ai toujours appelé, moi, les usines à vendre, puisque c'était un peu ça. On trouvait tout... Je précise juste, Daniel, parce que ça a son importance, qu'on est sur bien les aides publiques. Absolument. Aux entreprises. Absolument. Voilà, pas sur la discussion d'un modèle. Non, mais, voilà. je voulais que ce soit précisé. Je pars de là par rapport aux aides publiques. On a fait venir Monsieur le Président et Monsieur le Directeur pour parler de ce sujet-là. Alors, justement, comment comptez-vous adapter votre modèle économique aux nouvelles attentes des consommateurs, tout en préservant l'emploi, et quelles sont les mesures concrètes? Moi, je voudrais vous demander aussi les aides dont vous avez bénéficié. Est-ce que demain, vous envisagez l'évolution de l'emploi au sein d'Auchan dans les 5 prochaines années, compte tenu des transformations du secteur de la distribution et des défis économiques actuels? Je voudrais revenir aussi sur les aides publiques dans le cadre
d'Auchan à l'international. Auchan est un groupe international avec des filiales dans plusieurs pays, en Europe, en Russie, en Asie. Alors je voulais vous poser la question suivante. Pourriez-vous nous préciser dans quelle mesure les aides publiques françaises ont bénéficié des investissements hors de France? En d'autres termes, certaines de vos structures étrangères profitent-elles indirectement de ces subventions ou exonérations accordées en France? Dans ce cadre, pouvez-vous également nous assurer que les marges réalisées en France grâce aux aides publiques ne contribuent pas indirectement à financer une politique commerciale plus agressive à l'international? Voilà ce que je voulais vous dire en d'autres termes. Et puis, effectivement, je pense que la politique menée par rapport aux aides publiques que vous avez perçues et au PSE qui a été lancé correspond aussi à un nouveau modèle à créer, à réinventer pour permettre effectivement de relancer l'enseigne Auchan. Merci. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci. Donc sur l'immobilier, Auchan est propriétaire d'une partie de son immobilier, un peu plus de 60% de son parc, qui, sur une valorisation normale d'un loyer commercial, valorise ses montants à entre 5,5 et 6 milliards d'euros. Nous avons peu de sites complètement vacants. Nous avions un site à Mulhouse qui avait été fermé, sur lequel nous avons en ce moment des projets. Bien évidemment, ce n'est pas l'intérêt de Auchan de conserver des sites vacants, puisqu'ils génèrent des coûts de maintien. À ma connaissance, mais on vous le reconfirmera par écrit, nous n'avons pas touché d'aide des régions en la matière. Concernant les questions plus générales autour du CICE, au fond, et même si mon secteur d'activité n'est pas toujours celui qui est regardé le plus sous le terme de la compétitivité, puisqu'on le place plus souvent sous la vision d'une compétitivité internationale, mais je pense que en tant que chef d'entreprise avec des magasins dans des localités où il y a un tissu économique et industriel, c'est notre intérêt que les entreprises où sont situés nos magasins soient compétitives. Et je pense que c'était au fond le but du CICE que de redonner cette forme de compétitivité après des choix fiscaux les années précédant l'octroi du CICE qui avait conduit à une augmentation de la pression sociale. Vous avez évoqué notre présence dans un certain nombre de pays, et donc pour l'illustrer, pour un coût de 175 € en France, un salaire de 100 €, et je ne vais pas paraphraser quelqu'un qui a fait un exercice similaire, mais qui le touche plus. 175 pour la France, 151 pour l'Espagne, 132 pour le Portugal, 154 pour la Roumanie, pour n'en citer que quelques-uns. Donc on voit bien que ce sujet était un peu plus global, et que je pense, alors c'est une opinion, mais que cela a été positif. Sur l'absence de contrepartie, je dirais que je n'ai pas à me substituer aux législateurs, et que bien évidemment sur des formes d'aide fléchées, précises, pour accélérer des transformations, je considère qu'il est effectivement légitime de flécher des contreparties. Après, se pose la question du contrôle et de la
sanctions. Sur les dernières questions et finalement l'impact sur l'évaluation de l'effet sur l'emploi. C'est une question difficile dans le sens où il ne faut pas qu'on rentre dans des visions où on opposerait certaines évolutions, des évolutions technologiques, de mécanisation d'entrepôts. On a parlé de système d'encaissement et ce sujet des salaires et du coût du travail. Je pense que c'est deux choses, oui, qui peuvent se mettre en regard, mais je pense qu'il ne faut pas dire c'est l'un contre l'autre. Je pense que c'est l'un avec l'autre. Et au moment où la collectivité nationale se pose la question de l'intelligence artificielle, je pense que ça posera ces sujets sur une dimension complètement autre. Sur finalement le modèle de création de valeur, est-il un modèle de création d'emploi chez Auchan? C'est la question que vous m'avez posée. Je pense que ça va tenir à nos choix commerciaux que nous faisons dans la refonte de nos hypermarchés et la conception que nous établissons de notre métier au moment où il y a aussi beaucoup de débats sur une alimentation saine et responsable. Le choix que nous faisons et que vous verrez émerger et apparaître encore plus qu'aujourd'hui dans nos magasins, c'est celui des produits frais traditionnels, fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, charcuterie, traiteur, fromage, avec des stands à la coupe, qui sont consommateurs de main-d'œuvre, qui sont des métiers où on est amené à former nous-mêmes. Il y a une pénurie dans ces métiers. Et donc, je pense que ces métiers-là, ils concilient à la fois une alimentation saine, des produits bruts, c'est ce qu'il y a de mieux, de produits transformés ou ultra-transformés, de la main-d'œuvre, du travail, du geste, des beaux métiers, et puis du lien, puisque c'est un des rares endroits où dans le magasin, on a vraiment une interaction entre quelqu'un qui travaille dans le magasin et nos clients. Vous avez parlé de l'international. Auchan n'est plus présent en Asie. Chaque pays, c'est bien des modèles différents, avec une compétitivité différente. Et il n'y a pas de flux financiers au-delà des flux qui ont été amenés pour développer et lancer les pays. Et chaque pays est géré de manière autonome avec des participations des collaborateurs qui sont également autonomes. Merci, Monsieur le Président. Je crois que notre rapporteur a une dernière petite question. Deux petites questions. Le Premier ministre Michel Barnier, en réponse à des questions d'actualité sur Michelin et Auchan, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, avait dit qu'il demanderait une enquête à l'IGF sur l'utilisation des fonds publics en direction de Michelin et Auchan. On a auditionné l'IGF, elle a dit qu'elle n'avait pas eu le temps, mais qu'elle allait commencer l'enquête sur Michelin. Et je vous avoue qu'on n'a pas posé la question sur le groupe Auchan. Hier, en audition, Michelin nous a confirmé qu'il savait qu'il devait avoir une enquête, mais qu'elle n'avait pas commencé. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous savez ou non s'il y aura une enquête? Deux petites questions. Après, est-ce que vous êtes pour la transparence des fonds publics? Vous venez de faire un exercice de transparence. Le PDG Michelin, c'est lui dit, et c'est d'ailleurs, sans qu'on lui pose la question, une des propositions qu'il a amenées sur la table, qu'il était d'accord avec la transparence de l'argent public, un tableau qui soit peut-être chaque année, qui répertorie les différents dispositifs dont disposent les groupes. Donc je vous pose la question, est-ce que oui ou non vous êtes d'accord? Et dernière question sur le conditionnement, est-ce que, comme on a vu que les aides publiques, même si elles étaient ciblées, avaient des critères très larges, est-ce que vous êtes d'accord
s'il y a des critères sur l'emploi, ça soit mieux évalué, la transition numérique, la R&D, peu importe. Et enfin, je me permets, et c'est une dernière réflexion, mais vous avez évoqué le coût du travail, mais je vous le redis, je sais votre groupe a notamment payé sa forte présence en Russie en 2022-2023, que vous n'avez pas d'ailleurs contesté, c'est public, et donc les difficultés que ça a engendré, le fait qu'il y ait des mauvais investissements, même si après, ou des investissements risqués, en tout cas à l'étranger. Et je pense que la question, je vous la repose d'une autre façon, mais je ne vois pas que ça doit être les salariés qui, à l'arrivée, paient l'addition, en tout cas d'une gestion qu'on peut contester ou pas et qui apparaît risquée, y compris sur des placements à l'étranger. En tout cas, je vous remercie, Monsieur le Président, de l'audition et des réponses apportées. Et une dernière petite précision, Monsieur le Président. Vous nous parliez tout à l'heure de la plateforme entre différents magasins du même territoire pour permettre, pourquoi pas, à un salarié qui perdait son emploi chez Auchan de retrouver chez Decathlon, enfin peu importe. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des statistiques sur combien, sur les deux, je crois que c'était 2300 et quelques, 2400 presque licenciements, sur les 2400, combien ont pu retrouver, grâce à cette plateforme, un emploi dans une proximité géographique vraiment très limitée. Merci. Très bien. Concernant la transparence, bien évidemment, oui. Nous n'avons rien à cacher et on pourrait également l'assortir des contributions de l'entreprise au travers de ses taxes, impôts et charges sociales, et de manière à avoir le panorama global de ce qu'elle perçoit et de ce à quoi elle contribue, ce qui est tout à fait normal. Et en ce qui concerne Auchan, tout ce que j'ai dit sur réduction, c'est complètement fléché. Concernant le lien qu'il pourrait y avoir entre des investissements ou la situation de certains pays et les dispositifs sociaux que nous avons mis en place. Toute l'analyse est faite spécifiquement sur la performance de la France. Seulement et uniquement sur la performance de la France. Et d'ailleurs, j'imagine mal comment je pourrais expliquer à des instances représentatives du personnel ou aux directions du travail que je paye, voilà. D'autant plus que vous connaissez le régime de fonctionnement et qu'il y a une étanchéité et une autonomisation complète. Alors, conditionner les aides au respect des objectifs, je pense qu'on ne peut pas apporter une réponse générique. Je pense que ça va dépendre de la nature des aides. Je le fais de manière très caricaturale. Si on a une aide pour changer les ampoules, il faut changer les ampoules. Si on a une aide plus générique, cela me semble compliqué de générer ainsi un espace un peu flou. Enfin, concernant les effets du fait que Auchan ait des entreprises cousines, vous avez parlé de 2400 licenciements. Il n'y a pas 2400 licenciements, et ça, on verra de manière, je l'espère, la plus résiduelle possible à mi-septembre. On vient donc de d'avoir reçu la signature de trois des instances des trois syndicats représentatifs. Donc ça démarre maintenant. Et je me permets de reposer la question sur l'enquête qu'avait souhaité. Ah oui, pardon, excusez-moi. À ce stade, je n'ai pas été notifié d'une quelconque enquête en la matière.
Bien, mes chers collègues, je tiens sincèrement à vous remercier, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur. Et je tiens à vous remercier sur 2 points, notamment celui de votre disponibilité pour répondre à cette demande de venir devant nous dans le cadre de l'enquête, de la commission d'enquête, pardon, avec une bonne volonté affichée de le faire, et la transparence dont vous avez pu faire preuve pendant cette audition. Merci beaucoup. Merci à vous. Je demande juste à mes collègues, même s'il y en a qui doivent repartir avant la prochaine session, de rester 2 minutes. J'ai une petite communication à vous faire.